Miguel Santos sentit la terre se dérober sous ses pieds quand il vit l'homme en costume debout à la porte de la maison. C'était un mardi ordinaire de septembre, un de ces jours où le soleil de milieu d'après-midi transforme São Gonçalo en fournaise, et il venait de rentrer d'une longue course jusqu'au centre qui avait à peine suffi à payer l'essence. Sa chemise collée au dos par la sueur, la tête lancinante de fatigue, Miguel pensa un instant qu'il avait des hallucinations quand l'homme tendit la main et se présenta comme agent immobilier. « Madame Célia m'a dit que vous étiez déjà au courant, mais je suis venu confirmer les détails. » Miguel entendit quelque chose à propos de délai de 30 jours, documentation en ordre, acheteurs impatients, mais son cerveau refusait de traiter le sens. Vente? Quelle vente? Cette maison était à lui, ou plutôt, elle avait appartenu à sa mère. Dona Odette était décédée 6 mois plus tôt, et depuis Miguel avait continué à y vivre, dormant dans la même petite chambre à l'arrière, s'occupant du jardin où elle cultivait des herbes, gardant tout exactement comme elle l'avait laissé, parce que cette maison était tout ce qu'il possédait. C'était tout ce qui restait d'elle. L'agent immobilier échangea un regard mal à l'aise avec la femme qui l'accompagnait, une jeune femme en talons hauts qui tenait un porte-bloc contre sa poitrine comme un bouclier. « Je n'ai rien signé. Les nouveaux propriétaires veulent emménager d'ici la fin du mois. » Elle répondit au 3e signal sonore, avec cette voix douce et contrôlée qu'elle utilisait toujours quand elle voulait paraître raisonnable. Sans me demander quoi que ce soit. Ça n'a pas de sens de garder une vieille propriété comme ça, en dépensant de l'argent en réparation. Rosanna et moi avons parlé à un avocat et il nous a expliqué que nous pouvions prendre la décision à la majorité. C'est mieux pour tout le monde. Nous allons partager l'argent, tu peux louer un appartement meilleur, plus proche du travail. Pendant que nous, quoi, Miguel? Le ton de Célia se glaça soudainement. Pendant que nous travaillions, pendant que nous construisions nos vies, quelqu'un devait le faire. Et tu sais, personne ne t'a obligé à rester. C'était ton choix. Miguel serra le téléphone si fort que ses phalanges blanchirent. Choix. Comme s'il avait choisi de voir sa mère dépérir seule, abandonnée, oubliée par les filles qu'elle avait élevées. Comme s'il avait choisi de renoncer à des petites amies, à de meilleurs emplois, à une vie à lui. « Vous ne pouvez pas faire ça, » il dit, la voix tremblante. « Je vais chercher un avocat, je vais... » Miguel resta immobile au milieu du salon, le téléphone toujours à la main, ressentant une humiliation si profonde qu'elle lui faisait physiquement mal. Les voisins de la maison d'à côté étaient à la fenêtre, témoins silencieux de la scène. Dona Conceição, qui connaissait la famille depuis 30 ans, secoua la tête avec une expression mêlant pitié et colère. Elle savait. Probablement que tout le monde dans la rue le savait déjà. Pauvre Miguel. Il a pris soin de sa mère jusqu'à la fin et regardez comment ses sœurs l'ont remercié. Cette nuit-là, enfermé dans sa chambre, Miguel pleura pour la première fois depuis l'enterrement. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'était une rage si absolue qu'elle faisait trembler tout son corps. Célia et Rosanna, ses sœurs. Les mêmes fillettes avec qui il avait partagé ce minuscule espace durant l'enfance, avec qui il avait joué dans le jardin, avec qui il avait appris à lire les soirs où la lumière manquait et que Dona Odette les rassemblait tous autour d'une bougie. Comment était-elle devenue si froide, si cruelle? Ou avait-elle toujours été ainsi et n'avait-il jamais voulu le voir? Miguel chercha un avocat bon marché qui consultait sur la Praça do Pacificador, un homme fatigué qui le regarda à peine avant de confirmer l'évidence. Oui, techniquement, 2 héritiers pouvaient vendre le bien immobilier contre la volonté du 3e. Miguel aurait pu tenter un procès, bien sûr, mais cela prendrait des années et coûterait de l'argent qu'il n'avait décidément pas. Ses sœurs le savaient. Elles avaient calculé chaque détail. Froidement, méthodiquement, comme si elles concluaient n'importe quelle affaire et non détruisaient la vie de leur propre frère. Il restait allongé sur son lit, regardant le plafond fissuré de sa chambre, se souvenant de toutes les fois où il avait mis sa vie en pause à cause de cette famille. Toutes les petites amies qui avaient dit ne pas pouvoir continuer car il n'avait jamais le temps, devant toujours courir à la maison pour s'occuper de sa mère. Tous les emplois qu'il avait refusés parce que les horaires ne lui permettaient pas d'être présent lorsque Dona Odette en aurait besoin. Tous les rêves qu'il avait mis de côté, toutes les possibilités qu'il avait laissées filer. Ce fut la 3e semaine, alors qu'il ne restait que 7 jours avant la date limite d'expulsion, que quelque chose changea en Miguel. Il se réveilla un vendredi matin, regarda autour de cette chambre où il avait grandi
et ressentit une étrange détermination. S'il allait perdre cet endroit, du moins ne le perdrait-il pas sans essayer de le réparer. Peut-être était-ce une impulsion insensée, une tentative désespérée de garder un certain contrôle sur la situation. Ou peut-être voulait-il simplement dire adieu à ces murs avec dignité, les laisser beaux une dernière fois en mémoire de Donna Odette. La porte résista un peu quand Miguel la poussa, comme si la pièce elle-même avait été scellée par la tristesse. L'odeur de lavande et de romarin persistait encore dans l'air, mêlée à cette odeur de moisi qui s'installe dans les endroits où personne n'entre plus. Les rideaux en dentelle étaient jaunis par le temps, le lit encore fait comme Miguel l'avait laissé le jour de l'enterrement. Sur la table de chevet, une photo de Donna Odette jeune, souriante dans une robe fleurie. Vi får fan. Miguel ouvrit les fenêtres, laissant l'air chaud de septembre envahir l'espace. Il commença à décrocher les cadres des murs, des images de saints, une sainte famille encadrée, un crucifix en bois ayant appartenu à sa grand-mère. Donna Odette avait toujours été religieuse, mais d'une foi silencieuse qui n'avait pas besoin d'être exposée. Elle priait doucement avant de dormir, allumait des bougies les jours difficiles, mais n'avait jamais rien imposé à ses enfants. C'est en enlevant le grand tableau de la Sainte Famille, qui se trouvait derrière la tête de lit, que Miguel vit pour la première fois. Une étrange fissure dans le mur, courant verticalement sur environ un demi-mètre, recouverte depuis des décennies par un papier peint jauni qui commençait à se décoller sur les bords. Curieux, il passa ses doigts sur la surface. Le papier céda facilement, révélant une fente plus profonde qu'il n'y paraissait. Et à l'intérieur de cette fente, coincé entre le plâtre et les briques, il y avait quelque chose enveloppé dans du vieux plastique et du ruban adhésif desséché. C'était une enveloppe brune, épaisse et tachée par l'humidité. Ses mains tremblaient quand il déchira le plastique et ouvrit l'enveloppe. Des photographies en noir et blanc de personnes que Miguel ne reconnaissait pas. Des lettres manuscrites d'une écriture soignée, pliées et repliées tant de fois que les marques ressemblaient à des cicatrices sur le papier. Et au milieu de tout cela, attaché par un trombone rouillé, un document qui coupa le souffle à Miguel. Un acte de propriété d'un terrain à Marica, enregistré au nom d'Odette Maria Santos, daté de 1987. Sa mère n'avait jamais mentionné posséder un autre bien immobilier. Jamais. Ils avaient vécu toute leur vie à l'étroit dans cette vieille maison, toujours à manquer d'argent pour tout, toujours à improviser, à rafistoler, à survivre avec le strict minimum. Comment pouvait-elle avoir un terrain à Marica et n'avoir jamais rien dit? Pourquoi cacher cela? Je suis resté sur le sable jusqu'au coucher du soleil, à penser à toi, à nous, à l'avenir que nous construirions ensemble. Le terrain est déjà enregistré à ton nom. C'est le nôtre, mon amour. Le tien et celui de notre enfant. Quand tout cela sera passé, vous aurez un endroit. Un endroit bien à vous, où personne ne pourra toucher, je le promets. Leur père, le père de tous, supposément, était Getulio, un homme violent qui buvait trop et qui avait abandonné la famille quand Miguel était trop jeune pour s'en souvenir. Mais alors, qui était Alvaro? Sur celle-ci, une Donna Odette que Miguel reconnaissait à peine. Jeune, radieuse, les cheveux longs et lâchés, un sourire ouvert qu'il n'avait jamais vu sur le visage de la femme fatiguée qu'il avait connue. Et à côté d'elle, toujours à côté d'elle, un homme grand aux larges épaules, aux cheveux ondulés, au sourire confiant. Sur certaines photos, ils étaient à la plage. Sur d'autres, dans un jardin qui n'était pas celui de la maison. Et sur l'une d'elles, la dernière de la pile, Donna Odette apparaissait enceinte. Très enceinte. La main de l'homme reposait de manière protectrice sur son ventre. Très enceinte. La main de l'homme reposait, protectrice sur son ventre. Il continua de fouiller l'enveloppe, les mains moites, le cœur battant la chamade. Et puis il trouva un acte de naissance, le sien. Nom complet, Miguel Alvaro Santos. Date de naissance, 3 avril 1983. Mais la ligne du père n'était pas vide comme il l'avait toujours cru. Elle était remplie d'un nom qu'il n'avait jamais vu auparavant. Un homme que sa mère avait aimé suffisamment pour garder des lettres, des photographies, des souvenirs cachés pendant 4 décennies. Un homme qui, selon les écrits, avait promis de les protéger. Un homme qui avait laissé un terrain au nom de Donna Odette. Et alors une question traversa l'esprit de Miguel avec la force d'un éclair. Qu'est-ce que sa mère avait d'autre caché dans cette maison? Il arracha d'autres morceaux de papier peint, sonda des fissures dans les murs,
passa ses doigts sur chaque centimètre de surface à la recherche d'autres cachettes, et il en trouva. Derrière l'armoire, dans une fente entre le bois et le mur, il y avait une autre enveloppe plus petite, enveloppée de plastique. À l'intérieur, d'autres lettres d'Alvaro, celle-ci plus récente, datée de 1984. « Mais le garçon a besoin d'un père, et je veux être ce père. Getulio ne nous trouvera pas là où nous irons. Fais-moi confiance. Vous méritez d'être heureux. » Celia et Rosana étaient les filles de Getulio, mais Miguel était le fils d'Alvaro. Et au ton des lettres, Alvaro voulait qu'elle laisse tout derrière elle et recommence avec lui. Mais quelque chose avait empêché que cela se produise, quelque chose que sa mère n'avait jamais raconté. Cette nuit-là, Miguel ne put pas dormir. Il relut les lettres, étudia les photos, essayant de comprendre la femme qu'avait été sa mère avant de devenir la vieille femme fatiguée et silencieuse qu'il avait connue. Il y avait chez Donna Odette une tristesse qu'il avait toujours remarquée mais jamais interrogée. Cette façon qu'elle avait parfois de regarder par la fenêtre, perdue dans ses pensées, comme si elle était ailleurs, à une autre époque. Maintenant, Miguel comprenait. Elle se souvenait d'Alvaro. Elle se souvenait de l'amour qu'elle avait perdu. Elle était déchirée sur les bords, tachée, l'encre baveuse par endroits comme si elle avait été mouillée par des larmes. Et l'écriture, d'habitude si ferme, était tremblante, désespérée. « Il m'a trouvé hier au travail. Il a dit qu'il me tuerait si je m'approchais de vous à nouveau. Il a dit qu'il te tuerait aussi, et le garçon. Je le crois, Odette. Je l'ai vu dans ses yeux. Il en est capable. Si quelque chose m'arrive, tu as un endroit où aller. Vends si tu as besoin, reste si tu peux. Mais promets que tu prendras soin de notre fils. Promets que tu lui diras qui était son père. Vends si tu en as besoin, reste si tu le peux. Mais promets-moi que tu prendras soin de notre fils. Promets-lui de lui dire qui était son père. » Et après cette lettre, il n'y en eut plus aucune. Miguel ne voulait pas penser à ce que cela signifiait. Il ne voulait pas croire que l'homme violent qui avait été son supposé père pendant des années ait pu faire quelque chose d'aussi terrible. Mais les pièces s'assemblaient de manière trop sinistre pour être ignorées. Durant les 3 jours suivants, Miguel fouilla chaque recoin de cette maison avec une obsession qui frôlait la folie. Il arracha des plaintes, souleva des lattes de plancher, ouvrit des tiroirs qui n'avaient pas été ouverts depuis des décennies. La maison commença à ressembler à un chantier, avec des débris éparpillés dans toutes les pièces, des trous dans les murs, des meubles renversés. Les voisins regardaient avec inquiétude, mais personne n'osait poser de questions. Miguel Santos, toujours si poli et serein, était possédé par quelque chose qu'il ne comprenait pas. Dans l'armoire de la cuisine, enveloppée dans un vieux tissu à l'intérieur d'une boîte à biscuits Maria, se trouvaient des bijoux anciens, un collier en or, des boucles d'oreilles en perles, une bague en diamant. Ce n'étaient pas des pièces chères, mais elles avaient de la valeur. Pourquoi Donna Odette ne les avait-elle jamais vendues pendant les périodes difficiles? Pourquoi avait-elle tout caché comme s'il s'agissait de trésors intouchables? Sous les lattes de plancher desserrées du couloir, Miguel trouva une enveloppe contenant de l'argent ancien, des cruzeiros, des cruzados, des billets qui ne valaient plus rien, mais qui montraient combien Donna Odette avait tenté d'économiser au fil des ans. De l'argent qu'elle avait gardé au lieu de dépenser, comme si elle économisait pour une fuite qui n'eut jamais lieu. C'était un espace minuscule et oublié sous l'escalier, si petit qu'à peine une personne pouvait s'y accroupir. Donna Odette avait toujours dit qu'il n'y avait là que de vieilles boîtes et que ça ne valait pas la peine de fouiller. Mais maintenant, Miguel doutait de tout ce que sa mère avait dit. Il força la petite porte en bois qui donnait accès à la cave, sentant l'odeur de moisie et de terre humide envahir ses narines. Il alluma la lampe de poche de son téléphone portable et s'y introduisit, rampant à genoux. Il y avait en effet quelques vieilles boîtes, remplies de vêtements rongés par les mites et de vieilles revues, mais au fond, appuyée contre le mur de briques, se trouvait une boîte en bois différente. Elle était plus petite, plus lourde et avait une serrure rouillée. Miguel la traîna dehors avec difficulté. Il tenta de l'ouvrir, mais la serrure ne céda pas. Il chercha une clé parmi les enveloppes qu'il avait déjà trouvées, mais ne trouva rien. Frustré, il prit un tournevis et força le loquet. Le bois céda avec un craquement et le couvercle s'ouvrit. À l'intérieur, soigneusement organisé, se trouvaient d'autres documents. Mais ceux-ci étaient différents. Il y avait des coupures de journaux jaunis, soigneusement découpés et collés dans un carnet. Miguel prit le carnet, les mains moites, et commença à lire. La première nouvelle provenait du Jornal do Brasil,
daté du 21 mars 1985. Le corps d'un homme découvert dans la baie de Guanabara. La famille a été avertie, mais jusqu'à présent personne ne s'est manifesté pour identifier le corps. L'affaire est traitée comme un homicide. 6 jours après avoir écrit sa dernière lettre, 6 jours après avoir dit que Getúlio l'avait menacé, Álvaro Mendes da Silva était apparu mort dans la baie de Guanabara. L'une sur l'enterrement, qui avait eu lieu dans un cimetière de São João de Meriti, avec peu de personnes présentes. Une autre sur l'enquête, classée sans suite, faute de preuves. Et une dernière, plus petite, presque illisible, sur l'arrestation de Getúlio Santos en 1986, pour agression sur la voie publique. Rien qui le liait directement à la mort d'Álvaro. Mais Dona Odette savait. Elle l'avait toujours su. Et sous toutes les coupures, au fond de la boîte, il y avait un testament. Manuscrit sur papier ministre, avec la calligraphie tremblante mais ferme de Dona Odette, daté de septembre 2023, seulement 2 ans avant sa mort. Moi, Odette Maria Santos, jouissant de toutes mes facultés mentales, je consigne ici mes dernières volontés. La maison située Rua das Hortensias, 247, São Gonçalo, RJ, doit revenir à Miguel Álvaro Santos, et à lui seul. Que mes autres filles me pardonnent, mais Miguel est celui qui est resté. Miguel est celui qui a pris soin de moi. Miguel est celui qui a aimé sans rien attendre en retour. Et plus que cela, Miguel est le fils du seul homme que j'ai véritablement aimé et qui est mort en essayant de nous protéger. Cette maison est ma façon de demander pardon pour tant d'années de silence, pour tant d'amour retenu, pour tant de vérité tue. Miguel tint le papier à 2 mains, sentant les larmes couler sur son visage. Sa mère savait. Elle avait toujours su que Célia et Rosana ne se souciaient pas vraiment. Elle avait toujours su qu'il était différent, qu'il était resté par amour, tandis que les autres ne venaient que par obligation. Elle avait tenté de le protéger, tenté de s'assurer qu'il garderait cette maison, ce lopin de terre où tant d'histoires étaient enterrées. Miguel imagina sa mère, déjà malade, déjà faible, écrivant cela en secret, le cachant à la cave comme elle avait tout caché dans sa vie. Peut-être avait-elle peur de confronter ses filles. Peut-être pensait-elle qu'elle ne vivrait pas assez longtemps pour assister à la dispute. Ou peut-être, comme tant de mères, espérait-elle simplement que l'amour prévaudrait et qu'au final, le moment venu, Célia et Rosana feraient ce qui était juste. Il organisa tout chronologiquement. Les lettres d'Álvaro, les coupures de presse sur sa mort, l'acte de propriété du terrain à Marica, le testament, son acte de naissance où le nom d'Álvaro figurait comme père. C'était une histoire complète, douloureuse, d'amour et de trahison, de secrets et de violence, d'une femme qui avait passé 40 ans à porter seule le poids d'une vérité qui aurait pu détruire sa famille. Il avait des preuves que Dona Odette voulait qu'il garde la maison. Il avait des preuves d'une propriété à Marica, dont Célia et Rosana ignoraient même l'existence. Il détenait la vérité sur ses origines, sur qui il était réellement. Elle détenait des preuves d'une propriété à Marica, dont Célia et Rosana ignoraient même l'existence. Elle détenait la vérité sur ses origines, sur sa véritable identité. Le contrat serait signé dans 2 jours. Même avec le testament, même avec les preuves, Miguel savait qu'affronter ses sœurs en justice prendrait des années et coûterait des fortunes qu'il n'avait pas. Nous devons régler les derniers détails de la vente. J'ai les documents à te faire signer concernant ta part de l'argent. Pas besoin d'être désagréable cette fois, d'accord? C'est pour ton bien. Comment ça régler? Il raccrocha avant qu'elle ne puisse répondre. Dehors, la colline de São Gonçalo était silencieuse. Seulement le son lointain d'un chien qui aboyait et le vent soufflant à travers les interstices de la vieille fenêtre. Pour que les gens sachent qu'elle avait aimé, souffert et sacrifié toute une vie de bonheur pour maintenir la famille unie, même si cette famille ne le méritait pas. Lorsque le soleil se leva le lendemain matin, Célia et Rosana arrivèrent ensemble dans une voiture importée qui contrastait complètement avec la rue simple et pleine de nids de poules. Elles étaient revenues préparées, Célia avec une mallette remplie de documents, Rosana avec cette expression d'impatience mal dissimulée typique de ceux qui ont des choses plus importantes à faire. Toutes deux s'arrêtèrent à la porte en voyant l'état de la maison. Murs arrachés, meubles renversés, décombres partout. Les deux échangèrent un regard méfiant mais entrèrent. Elles s'assirent dans le salon, sur les mêmes chaises où elles avaient l'habitude de s'asseoir lorsqu'elles venaient rendre visite à leur mère. Miguel resta debout, les bras croisés, et pour la première fois de sa vie, il sentit que c'était lui qui était aux commandes.
Ce n'est pas beaucoup, je sais, mais compte tenu de l'état de la maison. Mais il se trouve que j'ai trouvé certaines choses ces derniers jours. Des choses que vous ignorez, des choses qui changent tout. Ce n'est pas valide, dit-elle, la voix tremblante. Ça n'a pas été enregistré chez le notaire. Ça n'a aucune valeur légale. Ce n'a pas été enregistré chez un notaire. Ça n'a aucune valeur légale. Et il existe une jurisprudence qui reconnaît les testaments holographes lorsque l'intention du testateur est suffisamment prouvée. Miguel posa sur la table l'acte de propriété du terrain à Marica. Les deux sœurs le regardèrent, confuses. Et il est enregistré uniquement à son nom, ce qui signifie qu'il fait partie de l'héritage. Un terrain de 3000 mètres carrés à Marica, dans une zone qui vaut aujourd'hui. Le registre est là, avec le numéro de cadastre et tout. Vous pouvez aller chez le notaire pour confirmer. Et il y a encore autre chose, continua Miguel, la voix devenant plus basse, plus dangereuse. J'ai découvert qui est mon vrai père. J'ai découvert ce qui lui est arrivé. J'ai découvert tout ce que maman a caché pendant toutes ces années. Il poussa les lettres d'Alvaro, les photos, les coupures de journaux. Célia prit tout avec des mains tremblantes, les yeux parcourant les mots. Rosanna lisait par-dessus son épaule, son expression passant du dédain à un véritable choc. « Vous pensez pouvoir me traiter comme un déchet ?» dit Miguel, la voix contrôlée mais empreinte d'une colère froide. « Vous pensez pouvoir vendre cette maison, me jeter à la rue, garder tout pendant que je me retrouve sans rien? Mais cette maison est plus que des briques. C'est l'histoire de notre mère. C'est le seul endroit où l'amour qu'elle a ressenti existe encore. Et vous voulez détruire ça pour de l'argent. Vous allez me laisser rester dans la maison. Et quant au terrain de Marica, quand il sera vendu, on le divisera en 3 parts égales. Mais la maison reste avec moi. » Ce n'était pas un joli sourire. « Je dirai à tout le monde comment vous deux avez vendu la maison dans le dos du frère qui a pris soin de maman jusqu'à son dernier jour. Et même si je perds au tribunal, vous porterez cette marque. Tout le monde saura quel genre de personne vous êtes. » Le silence qui s'ensuivit était si dense qu'il en devenait suffocant. Célia regardait les documents éparpillés sur la table comme s'il s'agissait de serpents venimeux. Rosanna avait les lèvres serrées en une ligne fine, les yeux brillants de colère, et Miguel pouvait le jurer, de peur. Ce fut Célia qui parla la première, la voix basse et défaite. « Les acheteurs renonceront de toute façon s'ils savent qu'il y a un litige. Et ce terrain à Marica, s'il existe vraiment et qu'il a de la valeur, les terrains dans cette région se vendent au minimum 300 000 réais. Les terrains dans cette région se vendent au minimum 300 000 réais. Et quand le terrain sera vendu, on partagera le montant. Tu crois avoir gagné, n'est-ce pas? dit-elle, la voix basse et venimeuse. Mais ça ne change pas ce que tu es, Miguel. Tu es le fils bâtard d'une liaison que maman a eue. Tu n'as jamais vraiment été l'un des nôtres. Et j'en remercie Dieu tous les jours. » Ses genoux fléchirent et il se laissa tomber sur la chaise, les mains tremblantes, le cœur battant fort dans sa poitrine. Ça avait marché. Il avait réussi. La maison était à lui. Enfin, vraiment à lui. Mais quand l'adrénaline retomba, quand le silence revint emplir cet espace, Miguel se rendit compte de quelque chose. Il avait gagné la bataille. Mais quelle victoire était-ce? Il était seul dans cette maison pleine de trous et de souvenirs douloureux, avec 2 sœurs qui le haïssaient désormais encore plus, et avec une vérité sur son origine qui changeait tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même. L'homme souriait, jeune et confiant, sans savoir qu'il mourrait en essayant de protéger la femme qu'il aimait, sans savoir que son fils grandirait sans jamais savoir qu'il avait existé, sans savoir que son unique héritage serait un terrain à Marica et une collection de lettres d'amour cachées dans les murs. Elle était au fond de l'enveloppe principale, collée par l'humidité aux autres. Il l'ouvrit avec précaution et la date le coupa le souffle, 15 mars 1985, le même jour que la dernière lettre d'Alvaro. Et elle était écrite de la main de Donna Odette. J'ai vu ce qu'il a déjà fait. Je sais de quoi il est capable. Et je ne supporte pas l'idée de vivre dans un monde où tu n'existes pas. Un jour, quand ce sera sûr, je lui raconterai tout. Je lui dirai qui était son père. Je lui dirai que tu étais bon, que tu nous aimais, que tu as essayé de nous sauver. » Miguel sentit quelque chose se briser en lui. Sa mère avait écrit cette lettre, avait essayé de prévenir Alvaro, avait essayé de le sauver. Mais il ne l'avait probablement jamais reçue. Et 3 jours plus tard, son corps était apparu dans la baie de Guanabara. Sa mère avait écrit cette lettre,
Elle avait tenté de prévenir Alvaro, elle avait tenté de le sauver, mais il ne l'avait probablement jamais reçu. Et 3 jours plus tard, son corps était apparu dans la baie de Guanabara. Et Donna Odette avait passé les 40 années suivantes à vivre avec ce poids, cette culpabilité, cet amour enfermé dans des murs fissurés et des enveloppes cachées. Pourquoi ne pas le lui dire? Pourquoi le laisser grandir en croyant qu'il était le fils d'un monstre au lieu d'un homme qui était mort en essayant de les protéger? Il se leva, le cœur s'accélérant, et marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, debout à côté du jaboticaba qui ne donnait jamais de fruits, il y avait un homme. Et il reconnut les yeux. Ses pieds étaient cloués au sol de la cuisine, tandis qu'il observait l'homme dans le jardin à travers la fenêtre embuée. C'était impossible. Álvaro Méndez da Silva était mort. Il y avait une coupure de journal qui le prouvait. Un corps identifié. Un enterrement. Mais ses yeux! Sa voix sortit rauque, presque inaudible. « Miguel, dit-il, et sa voix était douce, fatiguée, mais chargée d'une émotion si intense qu'elle semblait physique. « Je suis ton père. »« Non, ce n'est pas possible. Vous êtes mort. Le journal a dit que... » Miguel sentit ses jambes fléchir. Il s'assit sur les marches de la porte, la tête entre les mains. Alvaro s'approcha lentement, avec la prudence de celui qui s'approche d'un animal blessé, et s'assit à côté de lui, gardant une distance respectable. « Je dois tout te raconter, » commença Alvaro, la voix tremblante. « Je te dois ça. Je le dois aussi à ta mère, où qu'elle soit maintenant. » Getulio l'attendait avec 2 hommes, ivres et armés, prêts à faire ce qu'il avait promis. Il y eut une course-poursuite dans les rues sombres de Niterói. Alvaro courut, désespéré, mais l'un des hommes le rattrapa près du quai. Il y eut une bagarre. Et c'est alors que se produisit quelque chose qu'Alvaro ne comprenait pas encore entièrement. Un autre homme apparut de nulle part, un sans-abri qui tenta d'intervenir, qui cria à l'aide. Dans la confusion, Getulio et ses acolytes attaquèrent le mauvais homme dans l'obscurité. Quand ils réalisèrent leur erreur, il était déjà trop tard. L'homme était mort, étendu sur le sol, et Alvaro avait réussi à s'enfuir, se cachant parmi les conteneurs du port. L'homme était mort, étendu sur le sol, et Alvaro avait réussi à s'enfuir, se cachant parmi les conteneurs du port. Que personne ne vérifierait. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis mes documents dans sa poche, ma carte de travail, et le corps a été retrouvé quelques jours plus tard, identifié comme le mien. Demanda Miguel, la voix chargée d'une colère qui commençait à monter. Tu as laissé faire? Tu as laissé un homme innocent être enterré sous ton nom pendant que ma mère te croyait mort? Mais quand j'ai lu dans le journal qu'on m'avait déclaré mort, j'ai compris que c'était ma chance de vous protéger. Getulio penserait qu'il avait gagné. Il arrêterait de chercher. Ta mère et toi seriez en sécurité. J'allais attendre un peu, laisser les choses se calmer et ensuite je reviendrai sous un autre nom si nécessaire, avec une autre vie. Pendant que ma mère passait toute sa vie à garder tes lettres, tes photos, souffrant en silence, te croyant mort. Je suis venu dans cette rue. Je suis resté de l'autre côté, caché à observer. Et j'ai vu ta mère dans le jardin avec toi. Tu avais 5 ans, tu jouais avec un petit camion en bois. Et j'allais traverser la rue, j'allais frapper à la porte, j'allais dire que j'étais vivant. Mais alors Getulio est apparu. Et cette fois pour toujours. Je sais, répondit Alvaro, et il y avait une acceptation dévastatrice dans cette confession. Je sais ce que je suis. J'ai passé 40 ans à vivre dans un autre état, sous un autre nom, à travailler dans des emplois qui payaient à peine le loyer, seul, sans famille, sans amis. Tout ce que j'avais, c'était ces souvenirs, les vôtres, du futur que je n'ai jamais eu. Je l'ai vu dans la vie de décès en ligne il y a 6 mois. Odette Maria Santos, décédée en juin, laisse 3 enfants. Et moi, je me suis effondré. J'ai réalisé que j'avais passé toute ma vie à attendre un moment qui ne viendrait jamais, attendant qu'un jour il soit sûr de revenir, qu'un jour je puisse la regarder dans les yeux de nouveau, demander pardon, expliquer. Mais il était trop tard. Et puis j'ai découvert, par d'anciennes connaissances, que Getulio était mort il y a 10 ans. 10 ans. Et je ne le savais pas. J'aurais pu revenir. J'aurais pu avoir au moins quelques années avec elle. Mais j'ai tout gâché par peur. C'était une tristesse si profonde qu'elle faisait mal physiquement. Une douleur pour tout ce qui aurait pu être et qui n'a pas été. Pour toutes les vies gâchées. Pour tout l'amour qui est mort, non pas parce qu'il devait mourir, mais parce que les gens étaient faibles, parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils avaient choisi le silence au lieu du courage. Elle a laissé des lettres,
dit Miguel, la voix brisée. Elle a laissé des photos. Elle a tout laissé caché dans les murs de cette maison, comme si elle créait un musée secret pour un amour qu'elle n'avait jamais oublié. Et vous étiez en vie tout ce temps. Et il n'y a pas de pardon pour ça. Je sais. Parce que j'ai su que vous étiez sur le point de perdre cette maison. J'ai une amie qui habite 2 rues plus bas. Elle m'a parlé de vos sœurs, de la vente. Et moi, je ne pouvais pas laisser ça arriver. Je ne pouvais pas permettre que la seule chose qu'Odette possédait soit retirée à son fils, à notre fils. Mais je suis venu pour t'aider. Le terrain à Marika, je l'ai acheté pour Odette quand nous étions encore ensemble. Je le lui ai donné en cadeau. Je l'ai mis à son nom pour que personne ne puisse le lui enlever. Il vaut beaucoup d'argent maintenant. Et il est à toi. Complètement à toi. Comment savez-vous cela? J'ai appris l'existence de ta vie, de tes sœurs, de la façon dont tu as pris soin de ta mère jusqu'à la fin, pendant qu'elle t'abandonnait. Et je suis venu te dire, tu n'as rien à partager avec elle. Ce terrain était pour vous deux, pour toi et Odette. Cela n'a rien à voir avec les filles de Getulio. Elle ne m'a jamais parlé de vous, dit Miguel. Elle est morte sans me le dire. Je ne mérite pas ça. Il sentit de la peine. Il sentit de la compassion. Car au fond, que sont-ils tous sinon des personnes imparfaites, essayant de survivre à des situations impossibles? Sa mère avait caché la vérité par amour. Alvaro avait fui par peur. Celia et Rosanna avaient agi par avidité. Et lui-même était resté silencieux si longtemps, acceptant des miettes, par une loyauté que personne ne méritait. Je voulais juste que tu saches la vérité, que tu saches que j'ai existé, que j'ai aimé ta mère, que tu n'as pas été une erreur ou un accident. Tu as été fait d'amour, de l'amour le plus sincère qui ait jamais existé dans ma vie. Si tu veux que je parte, je partirai. Mais si tu me le permets, j'aimerais rester près de toi. Non pas comme un père, j'ai perdu ce droit, mais comme quelqu'un qui se soucie, comme quelqu'un qui peut t'aider. Je n'ai pas grand-chose, mais j'ai quelques économies. Je peux aider à réparer cette maison. Je peux être présent, même si ce n'est que de loin. Je peux être présent, même si ce n'est que de loin. Je ne sais pas si je peux te pardonner, dit Miguel honnêtement. Je ne sais pas si un jour je pourrais t'appeler père. Ce n'était pas des larmes de tristesse cette fois, c'était du soulagement, de la gratitude, d'une seconde chance qu'il savait ne pas mériter, mais qui lui était tout de même offerte. Alvaro apparaissait tous les jours, toujours tôt le matin, avec de vieux outils et une disposition infinie. Ensemble, lui et Miguel réparèrent les murs, peignirent les pièces, changèrent les planches du parquet. Ils ne parlèrent pas beaucoup pendant le travail. Ils n'en avaient pas besoin. Il y avait une communication silencieuse entre eux, construite non pas sur des années de vie commune, mais sur un besoin mutuel de guérir, de réparer, de reconstruire. Miguel offrit une partie à Celia et Rosanna, non pas parce qu'elles le méritaient, mais parce qu'il avait choisi d'être meilleur qu'elles. Elles acceptèrent l'argent en silence et ne revinrent jamais. Elles ne s'excusèrent jamais. Elles ne reconnurent jamais ce qu'elles avaient fait. Mais Miguel fit la paix avec ça. Certaines personnes ne changent jamais. Certaines blessures ne cicatrisent jamais complètement. Et c'était bien ainsi. Et pour la première fois de sa vie, il se permit de rêver à des choses au-delà de la survie. Il s'inscrivit à un cours technique, commença à travailler dans l'installation électrique. Rencontra une femme, une infirmière nommée Mariana, qui ne se souciait pas de son passé compliqué et qui le regardait comme quelqu'un qui valait la peine d'être connu. Au déjeuner du dimanche, pendant les jours difficiles, dans le silence confortable de 2 hommes qui avaient appris que la famille n'est pas seulement le sang, mais aussi le choix, le pardon et le courage d'essayer à nouveau, même quand tout semble perdu. Un après-midi, presque 1 an après ce jour où tout avait changé, Miguel était dans le jardin en train d'arroser les plantes quand il remarqua quelque chose d'inattendu. Le jaboticaba portait des fruits. Petits, sombres, parfaitement mûrs. L'arbre que Donna Odette avait soigné pendant des décennies, sans jamais voir une seule jaboticaba, donnait enfin des fruits. Il appela Alvaro, qui était à l'intérieur en train de réparer un robinet. Tous deux restèrent immobiles sous l'arbre, regardant les fruits comme s'ils étaient un miracle. Cachés pendant des années, mais toujours là attendant d'être découvertes. Il en relut quelques-unes, non plus avec colère ou tristesse, mais avec une compréhension plus mature. Sa mère avait aimé. Elle avait aimé profondément et avait tout sacrifié pour cet amour. Ce n'avait pas été une fin heureuse au sens traditionnel,
mais ce fut un amour véritable. Et cela, Miguel l'avait compris, c'était tout. Il prit un stylo et, pour la première fois, écrivit une lettre qui lui était propre. Non pas pour l'envoyer, juste pour laisser une trace. Pour que, peut-être, dans de nombreuses années, quelqu'un la trouve et sache que cette histoire avait eu une fin meilleure qu'il ne semblait possible. Maman. Ou plutôt, il m'a trouvé. Et j'essaie de lui pardonner. J'essaie de comprendre. J'apprends que les gens sont compliqués et que l'amour, le vrai, ne consiste pas en des fins heureuses, mais à choisir de rester même quand ça fait mal. Les jabuticaba portent leurs fruits. Et je vais bien, enfin, vraiment bien. Il la rangea dans la même boîte en bois où il avait trouvé le testament, maintenant en place d'honneur sur l'étagère du salon. Un jour peut-être quelqu'un la trouverait, et saurait que cette maison, avec toutes ses cicatrices et ses secrets, était aussi un monument à l'amour, au pardon, à la résilience. C'était accepter le passé, pardonner ce qui pouvait l'être, laisser partir ce qui ne pouvait être changé, et construire quelque chose de nouveau sur les décombres de ce qui avait été. Et à l'intérieur, enterrés non plus dans des murs fissurés mais dans des cœurs guéris, les histoires d'Odette, Alvaro et Miguel continuèrent de vivre. Parce que certaines vérités doivent être découvertes pour être comprises. Et certaines familles doivent être brisées pour être reconstruites de la bonne manière.